Franck Boutet, merci de cette rencontre. On va parler aujourd'hui de ce qui sont les sujets de la Biennale dello Stretto, du détroit, comme on dit en France. Et donc, c'est déjà intéressant au niveau des langages. On a plusieurs sujets, mais j'aimerais commencer avec ce que tu écris sur les sujets des villes du futur. C'est les sujets de la Biennale cette année. C'est pas la ville du futur, c'est pas le futur de la ville, mais les villes du futur. Donc, tu écris, l'adaptation consiste souvent à retrouver des choses perdues. Donc, je trouve dans cette petite phrase beaucoup d'intensité parce que d'un côté, il y a le concept de l'adaptation qui je trouve aussi très lié à un moment historique qui se peut connaître aussi au sujet de la mutation, qui c'est une autre modalité d'imaginer l'évolution. Et après, c'est très intéressant cette question des choses perdues. Donc, peux-tu nous expliquer cette phrase pour commencer notre dialogue? Ouais, je vais essayer d'expliquer. Par contre, ça risque de prendre un peu de temps parce que je pense que ça, c'est une phrase extraite d'un dialogue, donc par un journaliste. J'ai pas obligatoirement écrit, moi, cette phrase telle qu'elle. Mais après, évidemment, j'ai dit des choses qui sont en rapport avec ça et qui font qu'on peut, à un moment, extraire et résumer de cette façon-là. Euh, Sur la question de la ville, enfin, ou de l'adaptation, si on veut répondre à la question des villes du futur, il faut savoir déjà d'où on parle. Et parce que ce que je vais dire là, par exemple, est très européocentré. Ça vaut pour des villes, des pays dans lesquels l'histoire urbaine est déjà très ancienne et la démographie très faible, ce qui est le cas de la France, ce qui est le cas de beaucoup de pays et de villes en Europe. En fait, il y a toujours cette question, quand tu te retrouvais dans des colloques, des séminaires, tu as toujours c'est quoi la ville du futur? Donc là, tu as pas dit ça, tu as dit les villes du futur et c'est important. Mais en tout cas, c'est quoi pour vous la ville du futur? Un peu comme une forme de ville idéale qui est toujours de l'ordre de la. Alors, j'aime beaucoup l'utopie, par contre. Donc, c'est pas une critique en disant ça, mais comme si finalement il fallait s'abstraire de ce qui existait jusqu'à aujourd'hui, puisque ce qui existait jusqu'à aujourd'hui serait le marqueur de la faillite écologique dans laquelle on est, et qu'il faudrait faire table rase pour inventer un nouveau modèle. Et donc la ville du futur, elle est souvent brandie comme ça, comme une espèce de, soit de vision totalement idéalisée, idéalisante de la ville, euh, de prophéties auto-réalisatrices. Donc c'est comme ça quelque chose qui sortirait de nulle part. Euh, Avec le concept le plus récent de l'idée de la ville du futur qui s'appellerait la Smart City, qui est un peu une hérésie, quoi, hein, où tout serait sous contrôle numérique, digitalisé, en permanence observé, avec de la production de données permanente qui permettrait de faire de l'ajustement temps réel des phénomènes. Euh, Il y a un basculement qui est assez récent sur la prise en considération, enfin, que finalement, la ville du futur est déjà là. Déjà, bon, avant de revenir à cette question des choses perdues, la ville du futur est déjà là. Si on veut prendre des chiffres pour raconter à quel point elle est déjà là, il faut avoir en tête que en France, je ne connais pas les chiffres pour l'Italie, mais je pense qu'on est très proche, on renouvelle les villes, donc c'est l'apport de la construction neuve dans la fabrique de la ville, à hauteur de moins de 1% par an. Et en France, aujourd'hui, on est même arrivé, parce qu'il y a 10 ans, on était à 1%, aujourd'hui, on est à 0,85% par an. Donc ça, c'est le renouvellement par rapport à des bâtiments. Le chiffre, il marche pour les bâtiments, mais après, on pourrait faire la transposition pour les espaces publics et les infrastructures, mais par rapport aux bâtiments, donc le nombre de bâtiments neufs qu'on ramène dans les villes, c'est 0,85% par an par rapport au stock existant. Donc, une fois que tu as dit ça, tu te rends compte à quel point 0,85% tous les ans, il va falloir du temps pour renouveler la ville. Donc on est bien dans une histoire de ville existante et de poursuite de la ville et de continuation de la ville, et non pas d'un modèle de ville nouvelle.
On n'a absolument pas les moyens de la renouveler au point d'inventer un modèle radicalement différent. Première chose. Donc ça veut dire que si tu projettes cette tendance extrêmement faible de renouvellement de la ville sur les années à venir, ce qu'on commence à considérer, pareil, je parle pour la France et je pense que la transposition, elle fonctionne bien dans quasiment toutes les situations européennes. On dit aujourd'hui, avec ce très faible taux de renouvellement de la ville, 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Ça, c'est vrai en moyenne nationale. Tu as des endroits où il y a tellement plus de foncier, on est déjà tellement bâti, typiquement Paris intramuros, il n'y a quasiment pas d'opération neuve, c'est impossible, il n'y a pas de sol. Parce qu'évidemment, la question, c'est sur quoi tu bâtis. Donc tu peux surélever des villes existantes, enfin sur des bâtiments existants, mais en tout cas, il y a peu de sol. Donc il y a très peu d'opérations neuves. Donc pour Paris, ce chiffre, il est même plutôt de l'ordre de 90-95%. Donc tu te dis, 90 à 95% des bâtiments de 2050 dans Paris intramuros existent déjà aujourd'hui. Et donc en moyenne nationale, c'est 80%. Donc ça dit à quel point la ville de demain existe déjà aujourd'hui, et à quel point il faut faire d'abord avec l'existant, la fameuse expression « le déjà là », mais c'est devenu fondamental. Et ça, c'est poussé aussi par deux forces. Celles-là, par contre, elles sont une assez partagée à l'échelle internationale, l'autre, pour le moment, quand même assez fortement une spécificité française. Un, il y a la question du carbone. On sait très bien que les constructions neuves sont beaucoup plus carbonées. Si tu considères ce qui existe déjà aujourd'hui, le carbone, c'est comme un amortissement dans une entreprise. Tu as concentré énormément de moyens, énormément d'énergie à un instant T, et après, progressivement, ça va décroître, et on considère finalement une forme d'amortissement carbone. Donc les durées de vie qui sont considérées comme hypothèse pour les calculs, c'est 50 ans. Donc au bout de 50 ans, on considère que le carbone d'un territoire, d'une ville, d'un bâtiment est totalement amorti. Donc si tu regardes un objet qui a 50 ans d'existence, sa charge carbone initiale, tu la considères comme nulle. Donc dans l'objectif de décarbonation massif et à l'échelle européenne, encore une fois, l'idée de la neutralité carbone en 2050, ce que tous les pays européens ont transcrit dans leurs lois nationales, etc. Un des leviers, c'est de ne pas ajouter trop de constructions neuves. Même peut-être demain, enfin il y en a qui disent plus du tout. Moi je ne suis pas un partisan de ne plus du tout, mais en tout cas de d'abord faire avec ce qui existe, donc de reconfigurer, densifier, surélever, rénover, etc. Que ce soit des bâtiments d'ailleurs ou des friches existantes, donc déjà des choses qui ont déjà été le lieu d'occupation humaine, quelle que soit l'échelle. Et puis là, c'est spécifique. Enfin, il y a une pression qui a été accentuée en France par une loi qui porte, puisqu'en France on aime bien les acronymes, le nom un peu barbare de ZAN, qui veut dire zéro artificialisation nette. Et cette loi, au-delà de son caractère un peu technocratique, très quantitatif, et derrière cet acronyme un peu barbare, en fait, elle dit quelque chose de très belle, de très beau. Elle dit le sol, et moi j'ai plutôt envie de dire d'ailleurs la terre, et même derrière la terre fertile est une ressource essentielle qui permet le maintien des équilibres écologiques à l'échelle à la fois planétaire et à l'échelle des sous-entités de la planète, c'est-à-dire des pays et des sous-entités des pays, donc des régions et des villes, etc., jusqu'à la question du cadastre. En fait, le sol fertile ou la terre fertile est une ressource essentielle et il faut arrêter ce phénomène de l'urbanisation continue, aisée, parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile de construire un bâtiment neuf sur une terre fertile, sauf qu'un bâtiment neuf, c'est une charge carbone très élevée, et une terre fertile, et construire sur une terre fertile, c'est enlever à la terre la capacité
de faire les régulations écologiques qui sont nécessaires. Donc en fait, tu as ces deux forces complémentaires, l'enjeu de la décarbonation et l'enjeu de la préservation et de la valorisation, et même de rendre à la Terre ce qu'elle doit avoir, c'est-à-dire permettre de rééquilibrer, de recréer les équilibres écologiques, en fait, qui font qu'il faut travailler sur la ville existante. On n'a pas le choix. Mais une fois que tu dis que 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui, moi j'aime bien faire la transposition, parce que c'est un sujet essentiel, qui revient très récemment sur la question de l'espace public, c'est 80% des bâtiments, des espaces publics et des infrastructures de 2050 existent déjà aujourd'hui. D'accord? Et évidemment, la question qu'on doit se poser, c'est combien de ces bâtiments, de ces espaces publics et de ces infrastructures qui existent aujourd'hui et qui existeront pour au moins 80% en 2050, question très simple, sont-elles adaptées aux conditions de 2050? Évidemment, tu peux faire la transposition 2050, 2070, 2100. La réponse est quasi zéro. Donc, on doit faire avec ce qui existe aujourd'hui parce que de toute façon, il y a des forces, que ce soit la très faible démographie. En Italie, je ne sais pas quelle est la prévision statistique, mais en France... On va perdre 14 millions dans les prochains 40 ans. Voilà. Et en France, l'INSEE, donc l'organisme statistique national, prévoit le pic démographique en 2044 et après décroissance. Démographie aussi par rapport à un sujet dont j'aimerais bien qu'on parle après sur la question des transferts, des migrations et des formes d'hybridation, parce que je pense que c'est extrêmement riche. Solde démographique positif jusqu'à 2044, qui est dû quasi exclusivement par le sol migratoire. C'est pas le sol naturel, c'est pas la balance naissance-décès, c'est le sol migratoire qui fait la croissance démographique. Mais donc, très faible croissance démographique, très faible croissance économique aussi d'ailleurs, on gère avec finalement relativement peu de ressources en Europe, pression des enjeux de décarbonation et pression des enjeux de préservation, de valorisation et de restauration des terres fertiles. En fait, ces quatre éléments disent faire avec ce qui est déjà là. Et la question complémentaire, c'est ce qui est déjà là. Quasiment rien n'est adapté à demain. Donc, en effet, la vraie question, c'est comment on adapte ce qui est déjà là. Et en fait, du coup, la réponse un peu simple, mais quand même assez évidente de c'est quoi là les villes du futur, ce sont juste les villes d'aujourd'hui adaptées. Et derrière cette question de l'adaptation, c'est transformer, mais dans une transformation douce, et moi j'aime bien dire même réparer, parce qu'on est beaucoup dans des logiques de réparation. On a, on a pris des décisions en termes d'aménagement, en termes d'urbanisation, en termes de construction qui nous ont mis en péril écologique aujourd'hui. Et donc, c'est très souvent des logiques de réparation. Et j'aime bien dire d'ailleurs que finalement, les acteurs de la ville que nous sommes, aujourd'hui, on est plutôt des soignants. On soigne les territoires, enfin, on répare les territoires, on soigne les villes. Évidemment, on soigne aussi les gens qui sont dans les villes, parce qu'il y a cette imbrication évidemment très forte. Mais donc, on est plutôt des réparateurs et des soignants, plus que des créateurs ex nihilo de ces grandes utopies urbaines. Ouais. Et juste pour reboucler sur des choses perdues, c'est que il faut aussi avoir en tête, là je vais ouvrir un autre sujet, mais pour revenir à cette phrase, aujourd'hui, en France en tout cas, il y a un peu une forme de désamour des villes qui émerge, qui est assez dangereuse, mais il y a des personnes qui considèrent que la ville est le responsable de tous les maux écologiques que l'on connaît, et qu'il faudrait s'affranchir des villes, tous partir à la campagne, et qu'on réglerait les problèmes écologiques. Alors, c'est extrêmement dangereux, d'abord parce que ça veut dire que si tu pars à la campagne, il n'y a pas assez d'offres, donc il faut reconstruire, donc ça veut dire que tu abandonnes des choses dont on a dit qu'elles étaient essentielles et que finalement l'avenir se situe là. Et sur les questions écologiques, sur les questions environnementales, il faut aussi avoir en tête que la ville est une forme qui permet la sobriété carbone
Et c'est pour ça qu'on pourra revenir aussi sur la question des espaces publics. Pourquoi? Dans une définition assez simpliste de la ville, c'est euh, le lieu où on peut à la fois mettre en commun et partager les ressources, les infrastructures et les services. Et dans cette idée du partage, enfin de la mise en commun et du partage, en fait, le partage, c'est la première forme de sobriété. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte que quelque chose qui a été conçu une fois, qui a sa charge carbone, si c'est utilisé par une personne en carbone à service rendu, euh, ça pèse très lourd. Si c'est utilisé par 1000 personnes, la même chose, en fait, ça pèse 1000 fois moins lourd. Donc plus on utilise les choses, plus on les partage, plus... l'exemple du vélo, il est assez éloquent. Si tu fabriques un vélo qui va être acheté par une personne, ou si tu fabriques un vélo qui va être en libre service, c'est à peu près la même charge pour fabriquer le vélo. Après, évidemment, celui en libre service va s'abîmer plus vite, donc il y a un peu de charge d'entretien-maintenance, donc un peu de carbone, mais à l'origine, c'est le même objet. S'il est acheté et utilisé par une seule personne, il va l'utiliser euh, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, donc une demi-heure. S'il est en libre service, potentiellement, il peut être utilisé 24 heures sur 24. Donc il peut être utilisé 48 fois plus que le vélo propriétaire. Donc ce vélo en libre service sera, dans un raisonnement un peu simplificateur, 48 fois moins carboné que le vélo propriétaire. Mais ça dit à quel point finalement la question de l'intensification d'usage, du partage, de la mise en commun, etc., est essentielle d'un point de vue de sobriété carbone. Donc la ville, à mode de vie équivalent, la ville permet de vivre, permet une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc c'est une catastrophe si on part tous à la campagne, C'est clair. parce que la mobilité induite, par exemple, aujourd'hui en France, le premier poste de l'empreinte carbone, tout le monde dit c'est la construction, c'est pas vrai du tout. Le premier poste, c'est la mobilité. Donc il y a cette question aussi dans la mise en commun, c'est évidemment être suffisamment proche pour pouvoir imaginer se mouvoir autrement, avec des moyens moins carbonés, donc c'est la marche, le vélo, mais aussi beaucoup les transports en commun, parce qu'on ne peut pas toujours marcher. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette idée de la ville du quart d'heure, personnellement, mais on pourrait revenir à ça. Ça peut être un quart d'heure en métro aussi, mais pas l'idée d'un quart d'heure à pied. Mais on doit demander quelles sont les balissantes qui déterminent les quarts d'heure. C'est ça la chose la plus importante. Oui, Parce puis après, qu'après, si tu fais un quart d'heure avec un moyen 100% décarboné, il n'y a aucun oui. problème. Ah oui, oui. Donc Mais si tu après, fais un quart d'heure en métro, en bus ou en RER, et peut-être même une demi-heure, en fait, il n'y a pas de problème. Donc cette idée, elle ouais. fonctionne que dans les hypercentres, donc c'est une idée un peu de riche pour riche. Mais bon. En tout cas, le, le sujet, enfin, donc la ville est plutôt très bien du point de vue de la sobriété carbone. Par contre, elle a un problème, c'est son inadaptation. Parce qu'on a construit des villes euh, en faisant, enfin, sans considération de la géographie dans laquelle elles s'installaient, plus récemment. Hein. Historiquement, ce n'était pas le cas. En fait, de fait, on s'installait par rapport à une pente. Déjà, on s'installait par rapport à un fleuve, donc un élément de géographie, un élément écologique essentiel. On s'installait par rapport à la présence d'une forêt. On s'installait par rapport à une pente. On s'installait par rapport au vent. On s'installait par rapport au soleil. Et on a construit les villes en adéquation avec ce milieu. Et par rapport d'ailleurs à ta très belle idée de la Biennale dello Stretto, en fait, historiquement, c'est dans le bassin méditerranéen qu'on voit ces formes d'adaptation ou d'intelligence d'installation dans un milieu les plus éloquentes. Après, malheureusement, l'environnement a plutôt été transféré d'une façon très rationaliste et très calculatoire, plutôt dans les pays du Nord, en considérant que le Nord devait être l'exemple pour la Méditerranée, mais pourtant la protoécologie, elle existe dans le bassin méditerranéen d'abord, et la protoécologie plutôt par une forme d'intelligence d'adaptation à un milieu. C'est la question du milieu qui est fondamentale. Et donc les villes, euh, sur une pensée trop rationnelle, enfin à la fois d'une abstraction par rapport aux conditions géographiques, écologiques, environnementales dans lesquelles elles s'installent, sur une approche très rationaliste et avec une place donnée à la voiture
qui est beaucoup trop importante, en fait, on a fabriqué des villes inadaptées. On avait fait, dans le cadre du travail là, sur la rue commune, donc guide pour transformer la rue ordinaire en rue commune, on avait identifié qu'à Paris, 80% de l'espace public parisien est dessiné par et pour la voiture, qui n'assure plus que, si on prend Paris Intramuros, 4,7% des parts modales. Si on prend Paris Première Couronne, plutôt 14%, donc on va dire en moyenne 10% des parts modales. Donc un déplacement sur 10 se fait en voiture, et pourtant 80% de l'espace public est dessiné par et pour la voiture. Quand on dit dessiné par et pour la voiture, ça veut dire minéralisé, imperméabilisé, avec comme conséquence d'avoir rompu le cycle de l'eau, avec des revêtements propices, qui fonctionnent bien pour la voiture, donc des revêtements asphaltés qui sont sombres, conséquence augmentation de l'îlot de chaleur urbain, avec une place trop importante donnée à la voiture, donc aux bandes roulantes, donc ça veut dire peu d'espace pour le trottoir, pour le piéton, peu d'espace pour les arbres, les fosses d'arbres et la végétation. Donc en fait, si tu cumules tout ça, on voit bien qu'on a quasiment toutes les conditions de l'inadaptation. Et donc aujourd'hui, si on se dit on doit travailler, et c'est un impératif, dans ce qui existe déjà, on doit travailler à partir du déjà là, on doit avoir en tête que la sobriété carbone se trouve dans les villes et à partir d'une certaine mise en commun et d'une certaine densité, une certaine compacité. Par contre, on doit régler le problème de l'inadaptation de ces établissements humains. Et l'inadaptation, c'est régler les problèmes d'inadaptation, c'est réduire la place de la voiture, restaurer le cycle de l'eau, refertiliser la ville, réactiver une brise rafraîchissante, retravailler sur la porosité, etc. Et c'est dans ce sens-là que je disais retrouver des choses perdues, ou en fait une forme d'abstraction de l'aménagement, d'abstraction de l'urbanisme, d'abstraction de l'architecture, finalement a rompu le rapport au milieu. Donc c'est aussi finalement retrouver les conditions du milieu. On est totalement Excuse-moi pour la réponse un peu longue, mais c'est... Non, c'est parfait parce que tu as touché un peu tous les sujets. D'un côté, la rue commune, c'était bien que tu l'as cité parce qu'à Messine, dans les journées que nous avons fait à Messine, il est venu Étienne Bourdet qui l'a présenté pour ces sujets-là dans une après-midi où on a eu cette colloque entre MIC, Société de Milan, qui s'occupe de l'accessibilité au niveau international. On a eu des architectes de San Francisco qui sont en train de travailler sur l'espace public. On a eu Étienne Baudet qui a présenté la rue commune et de ton travail avec les déchets. Et c'est intéressant. Et je suis content que toi, à la fin, on a un peu déjà répondu à la question. Et quand tu dis une adaptation, en réalité, tu as déjà dit qu'on a besoin d'avoir le courage d'introduire la mutation de la ville qui existe. Parce que, qui part peut-être, comme tu as déjà dit, moi je pense qu'à la fin, la question de la rue, c'est aussi la plus facile, c'est la question de changer la culture, hein, et on n'est pas trop loin. La chose peut-être plus forte, c'est avoir le courage, certaines fois, de démolir des choses, de redonner du territoire à la ville. Donc, on voit comme, à la terre, on voit comme, par exemple, sous l'eau, on a commencé à comprendre dans les Méditerranée, ou en Italie, par exemple, on a bien compris que tout retourner à les sujets que nous avons dit de l'eau, c'est un des 5 actes à l'équilibre, ça veut dire aussi redonner l'espace à l'eau, c'est-à-dire ça veut dire que certains points dans lesquels l'eau s'était cadrée avec un tube en béton, on ne peut pas plus la laisser, donc on doit imaginer que l'eau là, puisse sortir pour faire un paysage. Je dis ça parce qu'il m'a touché un passage qui m'a fait souvenir les moments du dernier week-end à Badolato, où il y a cette contexte que tu as bien dit, où il y a cette petite bourg qui sont, on en suit dans l'histoire exactement la position dans les territoires parfaits, et qui a donc un équilibre. Mais la chose intéressante, c'est qu'on a eu un anthropologue, Patrizia Giancotti, qui, après qu'il a été vécu un an dans l'Amazonie, il a porté cette grande chef de l'Amazonie, un patron d'une société civile, qui pour la première fois est sorti du Brésil et l'a porté à Rome. Et la chose qu'il a dit quand on était à Rome, la première chose, il a visité, c'est beau, me l'a dit, mais c'est où votre terre, il a dit. C'est-à-dire quoi? Mais vous avez tout couvert la terre. Votre terre, il n'y a pas une partie dans laquelle la terre respire. Alors, avec cette réaction, c'était ça, c'était dans une culture du passé, la terre, il était
aussi au milieu de la ville sympathique. Donc, je retrouve ce que tu dis comme dire, on a besoin de reporter à une dimension de ce qui est déjà là à travers un nouveau équilibre. La mutation, l'adaptation, c'est un nouveau équilibre. Comment, c'est ma deuxième question, tu m'as pas déjà touché, parce qu'un autre point sur lequel on partage, et c'est un des 5 actes que nous avons un peu Sur la question de définis. la Terre, oui, c'est fondamental, hein. Moi, j'ai dit récemment, mais je peux pas trop dire où, c'est un concours sur lequel on est encore en concurrence, mais une ville qui n'a pas conscience de son sol et de la terre sur laquelle elle est installée est une ville condamnée. Et en fait, on voit bien qu'elle est condamnée aujourd'hui du point de vue écologique. En fait, il y a bien cette idée de retrouver la terre, oui, et de redonner en fait la place à la dimension fertile dans une ville. Donc c'est pour ça que c'est pas obligatoirement l'hyperconcentration qui peut être un peu sous-tendue aussi par la ville du quart d'heure qui dit que tout doit être très 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 proche. Il n'y a aucun problème peut-être à un peu désengorger la ville. D'ailleurs, c'est un peu ce que vise le PLU bioclimatique à Paris. Finalement, c'est une forme d'outil de dédensification de la ville. Donc pas totalement en ligne avec la question de la ville du quart d'heure, mais bon. Et après, si tu te déplaces, que ce soit un quart d'heure à pied, un quart d'heure en vélo, un quart d'heure en métro, un quart d'heure en RER, etc., tout ça, c'est à peu près autant décarbonés les uns que les autres, ça permet en même temps de dédensifier et de redonner la place à la nature, donc retrouver le sol et réactiver le cycle de l'eau, pour parler de l'eau, parce que, enfin, sur cette question du sol et de l'eau, en fait, ce sont les leviers de l'adaptation des villes. Après, il y a évidemment retravailler sur la matière elle-même, la couleur de la ville est aussi quelque chose d'important, les épaisseurs de bâtiments, la capacité à réactiver une brise rafraîchissante, mais en fait, ces éléments-là de la fertilité, ce sont les éléments aussi de la robustesse et de la résilience par rapport au changement climatique. Aujourd'hui, tous les élus sont en panique en disant la ville, îlot de chaleur urbain, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. En fait, c'est vraiment l'inversion de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut en effet déminéraliser, il faut désimperméabiliser, il faut retrouver le sol, il faut faire en sorte que l'eau de pluie qui tombe sur un sol arrive à régénérer les nappes phréatiques, il faut planter parce que l'arbre a ce pouvoir incroyable de faire remonter l'eau du sous-sol en surface et de permettre l'évapotranspiration. Et en gros, les 3 ingrédients du rafraîchissement naturel, ce qu'on appelle vulgairement le rafraîchissement adiabatique, alors on les trouve dans une image d'abord qui est assez belle parce qu'elle est très parlante. Tu sais, pour se rafraîchir, le geste un peu populaire, ancestral, qu'on a un peu perdu aujourd'hui parce qu'on a remplacé ça par des climatisations, c'est tu prends un linge, une serviette, n'importe quoi, un drap, tu le trempes dans une bassine d'eau et tu le mets à la fenêtre. Avec ça, tu as fabriqué une climatisation naturelle. Il y a quoi derrière ça? Le linge, c'est la surface d'échange. On peut penser la surface d'échange dans la ville. Évidemment, le premier élément très simple de la surface d'échange, finalement, c'est l'arbre, qui a une capacité de... Une surface développée ramenée à son volume qui est extrêmement importante. La seule matière qui a plus de surface développée ramenée à son volume que l'arbre, c'est le charbon. Donc c'est incroyable. Dans un mètre cube d'arbre, il y a une surface très très importante. Donc ça veut dire aussi une surface de contact et d'échange entre un milieu liquide et un milieu aérien. Tu as l'eau qui est capable de faire le changement d'état de liquide à gazeux avec une réaction, elle absorbe de l'énergie, donc une réaction endothermique, donc qui permet le rafraîchissement. Et il manque un élément essentiel qu'on oublie souvent. Donc on dit, il suffit de planter, de mettre un arbre et ça va rafraîchir. Il manque le moteur, qui est le vent, la brise. Et en fait, tout à l'heure, ce que je disais sur l'inadaptation des villes, beaucoup de villes n'ont plus de vent. Et s'il n'y a pas de vent, oula, s'il n'y a pas de brise s'il n'y a pas de vent dans une ville, elle ne peut pas se rafraîchir. Et c'est vrai qu'on a orienté des rues par rapport juste à des considérations d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B, alors que peut-être si on avait fait par rapport au vent, il aurait fallu... On sait bien, puisqu'on parle de la Méditerranée, quand tu fais de la voile, tu ne peux pas aller tout le temps d'un point A à un point B, ça ne marche pas. Tu sais que tu as envie d'aller au point B, mais parfois il faut prendre vraiment du temps pour aller au point B, parce que tu joues avec des éléments naturels. Et en fait, on n'a pas fait la ville de cette façon-là, on a dit point A, point B, hop, la ligne le plus rapide.
bien sûr, ça doit pouvoir exister, mais à un moment, il faut aussi pouvoir, vous voyez, peut-être jouer avec les vents comme tu le fais Et à la pour surface nous, de l'eau. ça, c'est aussi un des trois mots que nous, toujours on demande dans ces dialogues, c'est la beauté, les temps et l'eau. C'est-à-dire, ce que tu as décrit, c'est une forme de beauté à la fin, parce que ce que tu vas construire plutôt que des points A, point B, automatiquement, il va créer des relations qui sont spécifiques du lieu, qui sont spécifiques de la société. Il donne une dimension du temps, parce que tu fais comprendre qu'un point A à B, c'est pas une calculation mètre linéaire pour le temps, mais il y a une chose complètement différente. Et automatiquement, on introduit une idée de beauté très forte, parce que chacun, il a cette histoire. Donc, c'était très intéressant que tu entends dire parce que, dans quelque manière, il me rapporte un peu au sujet qui tu as plusieurs fois touché. Comment l'espace public peut être un peu générateur de ce type de cohésion que tu es en train un peu d'expliquer? Parce qu'à la fin, nous disons et nous voulons de nouveau confirmer ou affirmer, parce qu'il est disparu selon nous, cette rôle central de l'espace public, parce que l'espace public, c'est vraiment comme l'espace partagé d'un côté aussi, aujourd'hui, c'est pas toujours vécu comme ça. C'est vraiment le point sur lequel puisse devenir fondateur de la ville. C'est vraiment aussi un espace simple sur lequel est possible commencer à faire des actions ponctuelles qui puissent construire dans la complicité de la ville, surtout européenne, une stratégie dans les temps. C'est-à-dire, quelle est ta vision, comment dire, et aussi du rôle de l'espace public dans la vision de la ville, qui naturellement, quand on touche les bâtiments, les îlots, les infrastructures, il y a un temps, comment dire, plus lent, et l'espace public peut avoir un temps plus rapide. Maintenant, c'est un sujet qui est aussi fortement éducateur d'une culture sociale et urbaine pour les citoyens, encore plus impactante, parce que quand tu parles notamment du vélo partagé, toutes les personnes ils se reconnaissent en espace public. Et là, on peut faire des actions assez très importantes, je pense. Et tu parles beaucoup non, de cette condition, comme dire, de comment on va arriver à travailler sur l'espace public pour trouver un espace de cohésion. Euh, avant de parler de l'espace public, je voudrais parler du temps. On peut parler un peu du Oui, c'est temps? parfait, mais c'est très connecté. Euh, enfin, quand on explique jouer avec les, puisqu'en fait, le levier de l'adaptation, on verra après d'ailleurs, qui se joue essentiellement dans l'espace public. Mais avant ça, on a dit euh, jouer avec les éléments naturels, retrouver enfin, adapter la ville, retrouver les conditions du sol, de la nature, du milieu, etc. En fait, c'est essentiellement jouer avec les forces naturelles. Et en effet, parfois, c'est pas aussi direct que d'aller au point A, d'un point A à un point B de manière la plus rapide possible. Donc ça interroge à la fois la question de la forme de la ville, c'est des sujets dont on parle pas beaucoup, on parle d'une esthétique architecturale, mais après on parle très vite des espaces publics, mais il y a évidemment une valeur intrinsèque, même avant ça déjà une spécificité, une singularité, même une personnalité de la ville par sa forme, sa couleur, les récits qu'elle peut porter. Donc oui, c'est aussi une forme de réenchantement de la ville et de parler d'ailleurs de sa spécificité, parce que la question environnementale aujourd'hui abordée peut-être de manière un peu trop rationaliste et quantitative. Pour moi, c'est aussi la question environnementale, si on la prend, si on prend d'ailleurs l'étymologie d'environnement plutôt dans la question des environs et la question du milieu, en fait, c'est une recherche de l'hypercontextualité et de l'hyperpersonnalité d'un territoire et d'une ville. Mais bon, sur la question du temps, il y a c'est évident que tu connais cet entretien assez incroyable entre Snodzy et Merlini dans L'architecture inefficiente. Tu connais ce petit ouvrage? Et à un moment, ils disent quelque chose de très beau pour parler d'une infrastructure qui aurait été construite de manière beaucoup trop fonctionnaliste pour aller le plus vite possible, de se dire, donc il fait une petite métaphore en disant, imaginons qu'on construise un ouvrage pour aller d'un point A à un point B. Une très mauvaise architecture, alors je me souviens plus exactement des termes et du temps qu'il donne pour chaque chose, il faudrait le lire là, mais je ne l'ai pas sous la main. Une mauvaise architecture permettrait de relier ce point A à ce point B en 15 minutes.
une, euh, une architecture moyenne en une journée, une bonne architecture en une semaine et une très bonne architecture en un mois. Je trouve la métaphore extrêmement belle, c'est-à-dire que entre l'idée hyper fonctionnaliste d'aller le plus vite possible. Alors justement, il prend cette question de quart d'heure d'ailleurs, parce qu'il prend 15 minutes en disant finalement, quelque chose qui permettrait d'aller trop vite de A à B serait plutôt de l'ordre de la mauvaise architecture. Bon, derrière, pas que l'architecture, c'est évidemment l'urbanisme, la ville, puisque là, il parle en plus d'une infrastructure, et que il y aurait une forme d'éloge de la lenteur, en disant une très bonne architecture permettrait d'aller de ce point A à ce point B en un mois. Alors évidemment, c'est un mois, et c'est même peut-être une année. Je ne sais plus exactement quelles sont les durées qu'il donne, mais je trouve ça extrêmement beau comme définition entre fonctionnalité et poésie, parce que évidemment, c'est pas une durée nécessairement physique, c'est une durée mémorielle, c'est une durée poétique, c'est une durée euh, individuelle. Et je trouve cette idée très belle sur la question du temps, qui ramène à une question un peu plus fondamentale, c'est que une des faillites de la ville aujourd'hui, y compris par rapport à la question écologique, c'est euh, le besoin qu'on a eu de tout rationaliser, de tout déterminer. Il fallait absolument que chaque mètre carré ait une raison et une fonction, en oubliant un peu que, en fait, il y a des choses très belles, sans raison et sans fonction, et que aujourd'hui, enfin, ça nous a, cet hyperdéterminisme, en fait, empêche un certain nombre de choses d'exister, dont d'ailleurs de pouvoir parfois rêver, flâner, mais avant ça, même de pouvoir accueillir d'autres éléments comme le vent, le soleil, la pluie, les plantes, les animaux, etc. Parce que, en fait, ils ne font pas partie de cette optimisation économique. À un moment, le vent, en fait, il faut le maîtriser si on veut, si on veut qu'il fasse partie enfin, si on, il faut le maîtriser et le contrôler pour le faire rentrer, enfin, pour lui donner un droit de cité. L'eau, pareil. Alors sur l'eau, c'est très caractéristique. On a en permanence cherché à domestiquer et à maîtriser l'eau pour avoir l'eau sous contrôle. Mais le problème, c'est que du coup, pour faire ça, tu construis des canaux, tu construis des digues, tu veux te protéger en permanence, et en fait, la construction d'une digue, par exemple, elle, elle est un ouvrage de protection à un endroit donné qui va en général accroître le risque en amont. Et en fait, toute cette question aussi de la continuité, qui est très importante à considérer, c'est que chacune de tes actions, il faut penser elle hérite d'un amont et elle est responsable, elle a une responsabilité sur un aval. Et en fait, ces questions de chaîne, de continuité, qui vont parler d'après de l'espace public, mais tu vas voir que je vais en parler d'une autre façon, plutôt en parlant du vide dans les villes, à mon avis, c'est aussi absolument fondamental de pouvoir Ah oui, retrouver ces questions de c'est évident continuité. avec les Nils en Égypte. Les Oui, rôles du Nil, du grand fleuve en Égypte, c'était condamné à travers la construction de la grande digue, qui a complètement fait perdre les rôles du Nil jusqu'à tout l'estuaire et complètement changé d'une vitalité qu'il en avait sous les rivières du Nil. Toute l'histoire des cultures et des sociétés autour du Nil, c'était rayonnante, il était forte, il était social, et après il était presque disparu parce que et maintenant ils sont en train de faire une autre digue, c'est-à-dire qu'ils vont presque faire mourir le grand fleuve. On est arrivé à cette dimension mm. fou, comme tu as bien dit. Mais en fait, oui, c'est cette volonté à un moment de pouvoir tellement maîtriser, mettre sous contrôle et donc artificialiser finalement ce qui est naturel, que moi je lis dans ça finalement le péril écologique des établissements humains. C'est en, en fait on a rendu inerte, en fait on a tué le vivant d'une certaine façon. Et, parce qu'on en a peur. En fait, on a peur de l'eau, de la dynamique de l'eau. En fait, on pourrait évidemment se dire, c'est un des leviers d'adaptation sur lesquels nous on travaille, de travailler avec les hauteurs d'étiage.
il n'y a pas de raison que la ville ou les établissements Je humains soient pense que c'est totalement... seulement peur, aussi arrogance d'une culture plutôt anglo-saxonne qui imagine de fonctionnaliser tous, parce que c'est quelque chose qui En est tout cas, arrivé. on a fabriqué de la peur, c'est-à-dire que la Oui, ça question c'est clair. enfin, la question de la protection fabrique Oui. la peur en permanence. Et cette idée de l'eau, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse avoir sa vie elle-même, Ah oui, donc c'est vrai. ses étiages, ses mouvements, son dynamisme. Il y a des moments elle est plus calme, il y a des moments elle est dynamique. Peut-être qu'il faut arriver à faire ville avec ça. On Et continue. donc cette idée en permanence de pouvoir mettre tout sous contrôle a fait que finalement on a un peu tué le vivant. Et donc dans les questions d'adaptation aujourd'hui, c'est retrouver par exemple ce dynamisme de l'eau, la vie propre de l'eau, la vie propre des arbres. C'est pareil, pendant très longtemps, les paysagistes considéraient les arbres, enfin utilisaient les arbres plutôt comme des briques finalement. C'est des objets un peu morts. En fait, on faisait de la scénographie paysagère. Aujourd'hui, il faut arriver à comprendre qu'un arbre, ça a sa vie propre, son développement propre. Le cycle de l'eau, c'est un développement propre. La question de la fertilité des sols, c'est un développement propre. En fait, c'est remettre finalement ces cycles écologiques, ces faits naturels, ces éléments du vivant, en leur laissant la possibilité d'avoir leur vie propre et de pouvoir retrouver cette forme de coexistence entre eux et nous. Mais du coup, sur la question de l'espace public, moi j'aime bien étendre avant l'espace public. Il y a une question fondamentale qui est sous-jacente à tout ce que je raconte, c'est l'importance du vide, pas que le vide public, mais le vide comme, au sein des villes et au sein, on va dire plus largement, des établissements humains, parce que c'est des villes, des villages, etc. Et en fait, le vide a été beaucoup l'impensé de la fabrique de la ville, surtout dans les périodes récentes. C'est-à-dire on a focalisé toute l'attention et tous les moyens sur les pleins, donc les bâtiments, à chercher leur efficacité énergétique, leur réduction d'empreinte carbone. Dans les opérations d'aménagement, les ZAC, toujours l'acronyme, les zones d'aménagement concerté, en fait, on fabrique d'abord les pleins, parce que c'est ça qu'on va vendre. Il y a une question aussi de marchandisation, de financiarisation de la ville, malheureusement. Donc c'est sur les pleins, c'est les pleins qu'on peut vendre, et donc on réduit le vide le plus possible, parce que le vide ne se vend pas. Et finalement, c'est plutôt un impensé. Il sort de la réflexion sur le projet d'aménagement pendant très longtemps, jusqu'à tout récemment. Et tout récemment, beaucoup par la question de l'adaptation. Parce que quand on dit 80% des bâtiments, des espaces publics, des infrastructures de 2050 existent déjà aujourd'hui et quasi zéro sont adaptés, évidemment, il faut adapter tout, les bâtiments, les vides, les infrastructures et les espaces publics, mais on va dire plutôt les vides. Et en fait, travailler sur l'adaptation des vides, c'est pour ça que la rue commune est aussi intéressante, en fait, ça permet d'avoir un effet de levier très important et de décharger un peu la responsabilité sur des bâtiments. Si tu travailles sur la capacité, par exemple, de l'armature de vide dans une ville, dans sa capacité à fabriquer du rafraîchissement, tu auras beaucoup moins de problèmes d'inconfort dans les bâtiments. Donc le vide, pas que public, mais en fait c'est une mutualisation des vides publics et des vides privés. En fait, c'est le levier essentiel d'adaptation des villes. Il se trouve d'abord dans le vide. Et alors c'est pas le vide n'importe comment. Moi j'aime bien parler de la figure du vide. Donc en fait d'inverser. On parle toujours de la figure par rapport à un dessin du plein, mais en fait c'est la figure du vide qui organisée comme il faut, et c'est ça, je pense, le levier, l'enjeu territorial de l'adaptation, c'est de trouver la figure du vide. Et évidemment, c'est un vide qui n'est pas vide, parce que c'est un vide qui accueille tout ce qui n'est pas occupation humaine à l'intérieur des bâtiments. En fait, ça permet de retrouver surtout l'armature écologique, pour revenir à cette question du sol et du milieu tel qu'on l'a énoncé tout à l'heure, mais en fait c'est beaucoup plus l'armature écologique qui permet finalement la robustesse et la résilience de cet établissement humain, de cette ville. Donc c'est retrouver l'armature écologique. Et en fait ça va passer évidemment par
investiguer ce qui existe déjà aujourd'hui, ce qui peut être mis en connexion, ce qui peut être relié par rapport à une question que tu as aussi sur la question de la connexion et des liens, ce qui peut être connecté et retrouver. Alors, si tu fais un dessin d'une ville nouvelle, ce qui arrive assez peu, souvent quand même en France, en fait, c'est d'abord dessiner l'armature écologique, donc l'armature du vide, et en se disant que on doit se donner un droit à construire qu'une fois qu'on a d'abord identifié cette armature écologique, en deçà, enfin minimale, en deçà de laquelle le territoire est en péril. Et évidemment, sur des territoires existants, l'adaptation, c'est de restaurer cette armature écologique. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de logique de restauration et de réparation, c'est de la retrouver. Donc à partir d'éléments de vide, de savoir qu'est-ce qui doit être connecté l'un à l'autre, qu'est-ce que ce vide peut accueillir comme sujet, comme agent, on va dire, écologique, retrouver la place de l'eau, retrouver les continuités de sol d'ailleurs, retrouver la place de l'eau, retrouver les continuités végétales, retrouver les migrations des espèces, retrouver les phénomènes de pollinisation, restaurer la capacité du vent à traverser la ville, etc. Donc en fait, c'est vraiment cette idée de l'armature écologique, et moi je pousse même un peu le sujet à l'extrême en reprenant, en m'inspirant du titre d'un livre de Frédéric Nérat qui s'appelle « La part inconstructible de la Terre ». En fait, moi, je parle de la part inconstructible des territoires ou la part inconstructible des villes, qui est du coup l'identification et la restauration pour des territoires qui sont déjà urbanisés, de cette armature écologique, cette armature naturelle minimale qui permet donc vraiment de retrouver, de restaurer l'équilibre en fait perdu. C'est pour ça que voilà. Dernière question, on a touché presque les 5 points qui. Mais dans ce vide, il y a donc l'espace public évidemment non, mais essentiel. C'est clair, on partage totalement parce qu'il porte tous les sujets liés de nouveau au sens du temps, l'aspect de l'équilibre, que c'est ce que nous disons doit être les mots qui doivent tenir un peu toutes les actions. La dernière question, c'est lié un peu comme tout ça puisse répondre à l'aspect qui, après, c'est la masse critique plus importante des villes, c'est-à-dire l'habitat. Nous disons que ce qu'on doit retourner à imaginer dans l'habitat, dans les logements, qui sont une partie centrale un peu des villes, c'était d'imaginer à travers la responsabilité avec un concept que c'est celui de la générosité, qui ne veut dire pas seulement les bâtiments, ça tourne bien sur ce que tu as dit, c'est-à-dire sur les vides qui sont à côté, sur les rues qui sont, ça devient des rues communes, ou sur la capacité de donner un vrai sens qualitatif du temps, non, qui aujourd'hui, malheureusement, l'habitat, il n'a pas plus rien de ça, parce qu'ils sont toujours des épisodes, bien, pas bien, bien connectés, pas bien connectés, mais personne ne s'occupe vraiment de ce que c'est l'impact social, non, de construire. Et en plus, ça, c'est lié à ce que tu as dit au début. Donc, la ville est déjà là, donc on peut imaginer que on peut sortir peut-être, ça c'est la question, de l'équation qui pour donner des nouveaux logements, on doit nécessairement imaginer qu'on a des nouveaux bâtiments, parce que si on imagine qu'on doit refabriquer la ville sur la ville, on doit aussi imaginer de sortir du concept très promoteur, c'est-à-dire produits bien définis, logement, T1, T2, T2, T3, donc bloc, chose. Mais on a imaginé, si ces deux choses, la ville et l'habitat, doivent vraiment dialoguer, on a imaginé vraiment une responsabilité beaucoup plus forte sur les éléments que tu as bien dit, et aussi une générosité capable de donner une vision sur le futur. Donc, dernière question, quelle est, dans ta vision générale de la ville, les rôles, les actions autour de l'habitat, des logements, qui, naturellement, c'est volumétriquement la masse plus importante? Si je reviens d'ailleurs sur la question de l'espace public avant l'habitat, parce qu'évidemment qu'il faut rendre les villes habitables, globalement. Ce que j'ai dit sur l'espace public, j'ai parlé beaucoup des vivants non humains, mais évidemment, dans cet espace vide, il ne faut pas trouver que des végétaux, de l'eau et du vent. Hein. Il faut d'abord trouver des gens, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer que le vide soit l'impensé de la fabrique de la ville,
parce que à l'intérieur des bâtiments, on a des fonctions, on a des usages un peu déterminés, à plusieurs, mais aussi beaucoup individuellement. Et en fait, retravailler cette question, cette question des vides et cette question de l'espace public, mais jusqu'à repenser même la question de l'espace public dans l'espace privé. Hein. C'est-à-dire que l'impensé de l'habitat collectif, c'est ce qui s'appelle, pourtant c'est un très beau nom, la partie commune. On parle, je ne sais pas comment on dit en italien d'ailleurs, les parties communes, c'est le même terme, c'est-à-dire le palier, d'abord le hall, la cage d'escalier, le palier, tout ça ce sont les impensés, c'est-à-dire qu'on fait de l'optimisation de la partie individuelle, et en fait la partie commune c'est le même impensé que ce que je racontais sur la ville tout à l'heure, on fait de l'optimisation rationnelle, le palier le plus petit possible, l'ascenseur le plus efficace possible et la circulation la moins gênante possible. Donc tout ça, ça se retrouve mètre carré minimum selon les normes, sans aucun éclairage, sans aucune générosité, sans aucune capacité d'habitabilité. À la fin, il reste quoi ? Il reste qu'on n'a jamais envie de se tenir dans ces parties communes, comme l'espace public peut aussi être totalement repoussant. C'est pour ça que je fais en fait cette liaison du public, du semi-public, du semi-privé avant d'arriver à la sphère privée. Et en fait, c'est l'impensé total qui a comme conséquence quoi ? Que on n'aime pas la ville. Enfin, ce désamour des villes, il est aussi mu par ça. Et on a fabriqué pendant des décennies du logement collectif qui donne qu'une envie, c'est d'aimer l'individuel. Donc il faut évidemment inverser complètement la donne, c'est fondamental, à la fois dans le réenchantement de l'espace public comme lieu d'accueil, et évidemment dans l'espace public, c'est le lieu du commun, c'est le lieu de la mise en commun, et c'est le lieu de la rencontre. Donc si tu fais des espaces publics totalement hostiles, où il y a des endroits où il n'y a pas d'espace public, d'abord parce qu'il n'y a pas de pensée d'espace public, mais aussi parce que l'espace public est totalement inhabitable. Dans les climats très chauds, se prendre une température d'air de 45 degrés et une irradiation solaire de 1000 watts, c'est juste pas tenable. Donc ça veut dire aussi que le retravail de l'adaptation de l'espace public, c'est aussi permettre par le milieu physique les conditions de pouvoir au moins sortir, se tenir dehors, et évidemment à partir de ça, potentiellement de susciter la rencontre. On n'est pas sûr que ça marche tout le temps et partout, mais en tout cas, on peut au moins préparer les conditions de. Mais c'est exactement pareil si tu le déclines sur le hall d'accueil, sur la circulation, etc. C'est permettre la rencontre. Moi, je dis, en fait, il faut aujourd'hui fabriquer du logement collectif, parce qu'on n'a pas le choix, il faut habiter ensemble, mais du logement collectif qui donne envie d'aimer le collectif. Et ça passe vraiment par la réinterrogation de cet élément essentiel qui est la continuité de l'espace public, d'une certaine façon, qui est la partie commune. Si tu n'arrives pas à faire demain des paliers généreux qui sont comme des salons, avec de l'éclairage naturel, avec une fenêtre sur le palier qui permet, et peut-être idéalement deux, qui permet de recréer une circulation d'air. Si tu n'as pas des circulations verticales éclairées naturellement, qui en montant te font découvrir des choses incroyables de la ville parce que tu as des petites perforations à un endroit et tu te dis mais c'est pas possible, et qu'à chaque fois que tu montes ça soit une forme de poésie et d'enchantement, ben en fait t'as pas envie de te tenir dans ces espaces là, et du coup tu te réfugies très vite, tu passes de l'espace public, on a dit déjà très chaotique, dessiné par et pour la voiture, et tu passes dans cette partie commune qui n'est pas une partie commune, et tu te réfugies chez toi. Et en fait, tu fabriques des villes exclusives. Tu fabriques des villes en fait, qui sont des vectrices d'individualisme. Donc il faut arriver à redonner, et la question de l'adaptation, c'est ça, mais pas que, en fait, dans la question de réinvestir la typologie, réinvestir la question de la partie commune, etc. En fait, c'est redonner aux personnes le goût d'habiter ensemble, le goût de se croiser, et d'une certaine façon aussi le goût, l'amour de la ville, quoi. Top. Merci, Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022. On est très content qu'à la fin, tu aies bien décrit
à travers les mots qui coïncident avec la Biennale dello Stretto, les sujets du temps, des relations, de la responsabilité, de la générosité, de l'équilibre que tu as bien décrit avec une vision de la ville qu'on partage totalement, mais qui c'est évident et clair comme puisse devenir une vraie stratégie opérationnelle. On t'attend nello Stretto, au sud, là où il y a tous les proto-situations idéales, et on continue ce dialogue prochainement. Merci Franck. Merci Alfonso. Top. Merci.